Donc je vais ouvrir la session. Et je vais commencer avec deux citations de poètes. Le fait que ce soit des poètes n'est pas indifférent à mes yeux. La première citation, je l'emprunte au grand poète de la fin du XIXe siècle, Stéphane Mallarmé. Nous avons, Elia Bujolet et moi, il y a maintenant un certain temps, essayé de montrer qu'on pouvait interpréter l'art moderne selon Mallarmé. Alors, il me semble que la lecture de Mallarmé reste très fertile quand on se trouve devant une œuvre comme celle de Rachel Poignant. Alors, cette citation est évidemment traduite en polonais. Je vais la donner là en français. Elle est très difficile. C'est un texte difficile, comme souvent Mallarmé, mais que je ne vais pas commenter, mais utiliser. La nature a lieu. On n'y ajoutera pas que des cités, les voies ferrées et plusieurs inventions formant notre matériel. Tout l'acte disponible, à jamais et seulement, reste de saisir les rapports entre-temps, rares ou multipliés, d'après quelque état intérieur, et que l'on veuille, à son gré, étendre, simplifier le monde. Étendre ou simplifier le monde. À l'égal de créer, la notion d'un objet échappant qui fait défaut. Semblable occupation suffit. Comparer les aspects et leur nombre tels qu'ils frôlent notre négligence, y éveillant pour décor l'ambiguïté de quelques figures belles aux intersections. Texte évidemment sublime, d'une extraordinaire précision, mais avec une syntaxe un peu, on dirait torturée, disons. La nature a lieu, on n'y ajoutera pas. Et Mallarmé précise bien que cela dépend, ça c'est la condition générale, mais ensuite elle dépend, elle varie selon les individus, selon les subjectivités, selon les orientations spécifiques prises par tel ou tel artiste. En tout cas, le travail sur les rapports entre les choses, plus que sur les choses, s'impose. Et ce travail sur le rapport entre les choses produira deux effets différents. Soit il va étendre le monde, soit il va le simplifier. C'est ce qui était écrit très, je crois, clairement. L'être humain peut fabriquer des choses, mais il n'intervient qu'au sein du monde existant, qu'il transforme sans rien y ajouter. Rien ajouter à ce qu'est fondamentalement le monde, la nature. Ça ne changera rien au fait que la nature a lieu. Évidemment, on va continuer à construire trop. On va continuer à fabriquer des choses, mais ça ne touche pas à la nature qui existe, qui est complète et qui ne demande rien. En agissant sur les relations,
ou sur les rapports entre les choses, l'être humain peut tout au plus transformer des matières premières en matériel. Et là, je crois qu'on est vraiment au cœur de l'œuvre de Rachel. Alors, si l'on considère la première salle de l'exposition, on peut considérer que Rachel, en fait, ajoute beaucoup. Hein, on voit ça et on se dit c'est plutôt de l'ordre de l'accumulation. En réalité, toutes ces choses rassemblées forment un matériel. Un matériel au sens où l'entend Mallarmé. Obtenu à partir d'une transformation de matériaux. Il y a un matériel beaucoup plus que ce que l'on appelle un corpus. Vous savez, quand on ne veut pas dire œuvre, on emploie un euphémisme un peu qui est corpus. Le corpus, c'est l'ensemble des choses qui, au fond, forment une œuvre, un ensemble constitué. De toute évidence, on est ici beaucoup plus devant un matériel que devant un corpus constitué et faisant œuvre. On perçoit donc une activité. Nous sommes ici du côté de l'activité plus que du côté de l'œuvre. En tout cas, l'activité, l'idée d'activité prend le dessus sur l'œuvre. Rachel s'inscrit dans une logique que l'on appelle, par commodité, dans le jargon de l'histoire de l'art, conceptuelle, ou encore post-minimale. Mais quand on a dit ça, on n'est pas très avancé. En s'intéressant au moule et au moulage, en fait, je crois qu'elle a fait quelque chose qui est à la fois très simple, mais de nature à étendre les choses. Elle est remontée des formes à la formation. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même un sacré geste. Remonter des formes à la formation. Et je dirais que là, on pense à Paul Klee beaucoup plus qu'à l'art conceptuel ou post-minimal. Et je crois qu'il est bon de prendre ce recul. Au fond, qu'est-ce que c'est qu'un moule? Un moule, c'est à la fois une forme vide et une forme formatrice. C'est très étonnant, quand même, qu'une forme vide puisse être aussi une forme formatrice. Et, de toute évidence, Rachel se méfie, se défie des formes arrêtées, des formes fixées, des formes définies. Au cours des discussions que nous avons eues, elle a beaucoup insisté sur ce point. Je l'ai entendu un jour dire par exemple ceci. Elle corrigera elle-même tout à l'heure si elle trouve que son expression ne lui convient plus ou pas suffisamment. Je ne parle pas beaucoup de formes. Je parle de pièces, d'objets. Dès le début du travail de moulage, il s'agissait de ne pas avoir à décider d'une forme. Faire une forme est prétentieux. J'accorde plus d'intérêt au parcours qui part d'un geste. J'attache plus d'intérêt au parcours qui part d'un geste, et je demanderai peut-être tout à l'heure à Rachel de développer cette phrase que je ne vais pas développer à sa place. Rachel considère comme d'autres avant elle que le monde est encombré de choses. Cette idée que de l'art moderne comme désencombrement est bien connue, mais elle mérite d'être constamment rappelée, elle est tout à fait fondamentale. Nous sommes encombrés de choses, encombrés d'artefacts. Parmi bien d'autres, un artiste considéré comme qualifié de conceptuel, un artiste états-unien, Douglas Hubler,
considérait qu'il fallait substituer le modèle à l'objet. La formule est très belle, et qu'il fallait inventer des modèles et non pas ajouter des objets aux objets existants. Je ne sais pas si cette distinction fait quelque sens pour Rachel. Deuxième question. Et je ne me rappelle pas que nous en ayons parlé. Non. Je ne crois pas. Hein. Mais c'est intéressant. Le modèle, au sens de la modélisation, hein, modélisation d'une expérience ou d'une activité. Hein. Il s'agit de ça. Quel modèle on se donne pour conduire une activité, pour mener une activité. Eh bien, au fond, le modèle, chez elle, c'est le moulage. Je pense que le moulage fonctionne comme modèle d'activité. Il modélise l'activité. Si le moule, qui dit moulage dit moule, hein, si le moule suppose l'espace creux, que l'on appelle aussi négatif, que l'on dit aussi négatif, il suppose une matrice. Hein? C'est-à-dire qu'on a un espace creux qui est une matrice. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, c'est une forme formatrice. Une forme vide, formatrice. Et son corollaire, et c'est là je trouve que les choses deviennent vraiment intéressantes, le corollaire de ce phénomène, c'est l'objet échappant qui fait défaut. La formule de Mallarmé. C'est le corollaire de cette action. L'objet échappant qui fait défaut peut être aussi, et là je lance la chose, l'objet en moins. Avec cette merveilleuse, extraordinaire formule d'un artiste que beaucoup d'entre nous connaissent, qui est Michelangelo Pistoletto. Hein, l'objet en moins, l'oggetto in meno, l'objet en moins. Pistoletto a véritablement, et c'est la formule que je vais employer là est paradoxale, il a mis en œuvre cette idée. Il a fait de cette idée de l'objet en moins œuvre. Il a mis en œuvre cette idée. C'est ce genre de paradoxe, de renversement que l'on aime dans l'art actuel. Un objet en moins, c'est aussi, d'une façon très pragmatique, je dirais, un objet qui n'est plus à faire. Hein? C'est un objet en moins. Voilà, un objet de moins à faire. Il est fait, il n'y a plus à le faire. C'est un objet en moins. C'est-à-dire que tout objet fait vaut à la place de tous les autres du même type. Qui est-ce qui avait fait ça avant Pistoletto? Génialement, sans le concept d'objet en moins. Marcel Duchamp. Et là, je pense qu'on a vraiment une généalogie. Duchamp, quand il faisait un objet, ça valait pour tous les objets du même type. Et puis l'objet suivant, c'était tout à fait autre chose. Sauf que chez Rachel, il y a le modèle du moulage. Évidemment, il n'y a pas un tel modèle chez Duchamp ou chez Pistoletto. Non, il y a du moule, mais ce n'est pas le modèle. il y a du moule, c'est sûr. Attends, Rachel n'est pas la première artiste qui utilise le moule. Hein, parce que là, si on doit faire la liste de tous les artistes qui ont utilisé le moule, on va y passer la soirée. Puis ça va être compliqué. Mais après Duchamp, il y en a au moins un, peut-être qu'il faut signaler, je n'avais pas du tout l'intention de le faire, mais enfin, puisque tu me provoques, c'est Bruce Nauman, évidemment. C'est un artiste qui a travaillé sur le moule, le négatif, dans l'esprit de Duchamp, en s'inspirant aussi un peu de Man Ray, c'est Bruce Nauman. Bon. Mais bon, je n'ai pas l'intention de parler de ça. En tout cas, il y a, dans ce que je viens de dire, une façon de limiter la production d'objets
à l'invention d'exemplaires uniques. Voilà. Hein, c'est ça qu'on fait. On limite la production d'objets à l'invention d'exemplaires qui pourraient être des prototypes d'ailleurs, hein, d'exemplaires prototypes uniques, voilà, qui ne seront pas suivis, qui ne seront pas déclinés. Alors, ils sont uniques, mais ils sont aussi quelconques. Parce que s'ils ne sont pas quelconques, ils deviennent exceptionnels. Et là, ça devient à ce moment-là une œuvre, et ça devient la chose prétentieuse dont tu parlais tout à l'heure. Hein, et dans la logique d'un Pistoletto, évidemment, il ne doit jamais y avoir une chose exceptionnelle. Ça ne doit jamais arriver à ce statut. Donc là, il y a cette chose importante. L'objet, le prototype reste unique, c'est un exemplaire unique, mais il est aussi quelconque. C'est-à-dire, pour le dire autrement, qu'il n'y a pas d'affirmation distinctive. Voilà. Toutefois, Rachel s'est quand même beaucoup inspirée d'une autre notion de Duchamp, merveilleuse, d'une notion d'une puissance poétique formidable, qui est la notion d'inframince. Parce que vraiment, dans le moule, c'est ça qu'il y a tout le temps. Il y a de l'inframince. La frontière entre l'espace, entre les deux espaces que définit chaque fois le moule, c'est un inframince. C'est-à-dire que... J'en profite pour boire un verre d'eau. C'est-à-dire que moins et plus jouent chez elle dans le rapport du vide au plein, du creux au relief. Nous sommes devant une activité sans projet, mais sans projet, hein, une vraie activité sans projet, parce qu'au fond, on ne saisit vraiment l'activité que lorsqu'il n'y a pas de projet, que lorsque justement l'activité se donne pour elle-même, comme on dit. Hein, et c'est d'ailleurs ce qui peut-être apparente l'activité au jeu. En tout cas, cette activité sans projet est régie par le principe du moulage, dont l'effet immédiat est d'annuler la distinction entre positif et négatif, c'est-à-dire, en l'occurrence, entre ce qui moule et ce qui est moulé. Alors, faut-il parler d'un travail du négatif? Je lance la question et j'espère qu'on y reviendra, parce que je crois que la question du négatif est très importante dans l'art. Est-ce qu'on est là, on produit toujours positif, est-ce qu'on est positif tout le temps et est-ce que quelle est la part du négatif, de la négation? Alors, est-ce qu'il y a là un travail du négatif? De toute évidence, ce travail existe chez Mallarmé. De toute évidence, Duchamp s'est inspiré de Mallarmé. Ça, je ne vais pas développer la chose ce soir, évidemment. Et notamment pour cette raison, parce qu'il y a un travail du négatif. Le principe du moulage correspond à une logique de formation matricielle, je l'ai dit, qui intègre le négatif, puisqu'il le fait apparaître à l'égal de la forme positive. Et vous vous souvenez, dans le texte de Mallarmé, que je peux remettre, voilà, à l'égal de créer, vous voyez, à l'égal de... Hein, donc, le négatif est intégré à l'égal de la forme positive. Vous voyez, on revient toujours au moule comme forme formatrice. Alors, au vu de l'installation actuelle, dans la première salle notamment,
on pense à ce que j'appellerais un dépôt d'expérience. Hein? Je pense que cette notion de dépôt est vraiment importante. Des choses se déposent. Et on éprouve, je crois, très fortement cette idée-image. Hein? Les artistes, c'est rarement des philosophes qui produisent des concepts, qui produisent des idées-images, hein, qui valent pour des concepts, mais qui ne sont pas nécessairement articulés comme des concepts. Donc on a là, je crois, une très forte idée-image, un dépôt d'expérience. Expérience comprenant expérimentation en l'occurrence. On perçoit quand on se balade visuellement des familles de formes et de matériaux. L'œil circule, il peut aussi s'arrêter, se saisir de telle ou telle forme, de telle ou telle déclinaison. Je ne sais pas si l'on peut vraiment parler d'intersection, comme chez Mallarmé. Je dirais plutôt non. Je dirais que cette idée d'intersection est plutôt brouillée. En tout cas, on perçoit ça très fortement des vitesses différentes, des vitesses variables, plus que des lignes ou des orientations. On perçoit aussi, je crois, que les procédés de fabrication ne sont pas mis en avant pour eux-mêmes. Nous n'avons pas un catalogue de procédés. On ne pense pas, en tout cas moi, je ne pense pas à des processus. Même si tu utilises plusieurs reprises ce mot dans le petit texte, c'est un mot qui me dérange. C'est vrai qu'on l'emploie souvent parce qu'on ne sait pas comment mettre la place. Voilà. Faute de mieux. Mais c'est un mot que je trouve dérangeant et qui peut être très facilement, nous entraîner très facilement dans une logique beaucoup trop rigide, quoi. Hein, bon. On ne pense pas à des processus, et alors encore moins à des procédures. Ce mot abominable de l'art contemporain qu'on ne cesse d'entendre et qui, je pense, devrait être vraiment banni de notre vocabulaire. Je pense que, au fond, et c'est, je crois, ce qui fait la grâce d'une installation comme celle-ci, le travail n'est pas surexposé. Les objets, puisqu'il y a tout de même des objets, ne forment pas un répertoire, ni a fortiori un catalogue. En revanche, donc on pense dépôt, mais on peut aussi penser collection, si on considère qu'une collection est ouverte. Quand on se balade, on reconnaît même des objets très distincts. Par exemple, des ballons. Vous voyez là, vous les voyez clairement. On voit aussi des dés. Alors des ballons, des dés, je les ai remarqués parce qu'on, vous voyez, c'est des choses avec lesquelles on peut jouer aussi. Hein? Et d'ailleurs, sur le mur, il y a cette grande photographie de petites chaises d'enfants, très troublante. C'est une image étonnante, enfin, qui, je pense, mais je ne veux pas la commenter là, on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Je pense qu'elle est très importante, cette image, qu'une image comme celle-ci a un effet de mise à distance, comme ça, par rapport aux objets, les objets actuels. Hein, et peut-être même qu'une image comme ça, elle toute seule, il n'y en a pas besoin de beaucoup des comme ça, enclenche quelque chose dont je pensais parler, mais je le garde pour la discussion, qui est une dimension biographique aussi, dans le travail. Voilà, j'en ai fini avec l'usage de la première citation. Et je passe à la seconde citation, mais ça va être plus rapide, hein, rassurez-vous. J'emprunte la seconde citation
au 16e et dernier chapitre de la 4e prose, parue en 1930, d'Ossip Mandelstam. Et voici le texte. J'aurais beau me crever au travail, porter des chevaux, c'est bien des chevaux, hein, j'ai vérifié, et pas des cheveux, porter des chevaux sur les épaules, faire tourner les meules des moulins, de toute façon, je ne serai jamais un travailleur. Mon travail, quelque forme qu'il puisse prendre, il n'est perçu que comme pur caprice, espièglerie, hasard. Mais telle est bien ma volonté, j'accepte. Je signe des deux mains. Deux façons de voir les choses. Pour moi, dans le pain couronne, ce qui compte, le pain couronne, vous voyez ce que c'est, hein, bon, ce qui compte, c'est le trou. Et la pâte de la couronne. La couronne, on la mange. Le trou, il reste. Le travail authentique, c'est une dentelle de Bruges. Ce qui compte dedans, c'est ce qui tient le motif. L'air, les vides, les ajours. Alors, grand texte mallarméen de Mandelstam, qui avait beaucoup lu Mallarmé. Mais texte de Mandelstam, et écrit dans le contexte de la Russie soviétique de 1930, où, comme vous le savez, il n'y avait pas beaucoup de place pour une activité artistique inutile. Hein? Bon. Il me semble que cette citation, que j'ai toujours mise en relation avec la précédente, hein, pour moi elles se tiennent, il me semble que cette citation correspond étonnamment, plus que je ne l'imaginais, au grand mur de la 4e salle. C'est-à-dire ce mur, qui est pour moi une des très très grandes réussites de l'exposition. Un moment très fort. Tous les moments pour moi n'ont pas cette force dans l'exposition, mais là, ce moment est vraiment étonnant. Je n'avais personnellement jamais vu ça. J'ai vu plein de formes proches de celles qui sont rassemblées dans ce mur, mais pas cette circulation. Et là, nous sommes bien sûr en écho à la première salle, sauf qu'on est verticalisé. Ça change beaucoup de choses. Je ne vais pas pouvoir développer ce point, mais j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Alors, figurez-vous que je n'ai pas de citation pour la 5e et dernière salle. Je n'en ai pas. Non, je suis désolé. Je cherche. J'ai pensé beaucoup à mon ami John Copeland, mais je n'ai pas ma bibliothèque. Là. Je suis arrivé, j'ai découvert cette salle, je n'ai pas autour de moi tout oublié, donc voilà. Mais je vous l'enverrai, je vous enverrai la citation si ça vous intéresse quand je l'aurai trouvée. En tout cas, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est encore autre chose que tout ce que je viens de dire en m'appuyant sur les deux citations de Mallarmé et de Mandelstam. Alors, cette autre chose-là, c'est pour moi tout l'intérêt de l'exposition par rapport à ce que je savais ou croyais savoir de l'artiste. Et je voudrais juste faire, pour finir, mais très rapidement, un ou deux commentaires. Parce que c'est vraiment que des commentaires comme ça un peu à chaud qui appellent la discussion. Je précise que je mets la petite forme blanche de la rotonde dans la continuité de ces deux éléments, comme d'ailleurs l'exposition le fait très clairement. Hein. Et voilà. Compte tenu que les deux autres pièces de la rotonde, en tout cas cette petite pièce blanche, sont à mon avis autre chose. Voilà. Alors, l'exposition suit une progression chronologique. Ce que je trouve très bien, ce qui ne me pose pas du tout de problème, au contraire. Mais il y a un tournant dans l'exposition, et un tournant, je dirais, difficile, dans la 3e salle. Ça se passe là.
On en parlait tout à l'heure, on y reviendra j'espère. J'aimerais beaucoup entendre Rachel et Agnieszka en parler, ça m'intéresse énormément. Ce que je remarque, pour ce qui me concerne, c'est le surgissement d'une dimension métaphysique. Dans notamment la table, la centrale, avec l'objet au sol et la fenêtre derrière, les fenêtres étant très importantes dans cette exposition, c'est le rapport avec le doigt. Il y a là une image. Ces deux choses constituent une image pour moi qui se rattache à une tradition de l'art moderne, qui est la tradition de métaphysique, représentée notamment par Giorgio de Chirico. On arrive là quelque chose d'un autre ordre, je crois, que ce que nous avons vu jusqu'à présent. Et arrive aussi un sens de l'espace, que je n'ai pas, moi, personnellement, pas vu avant. Avant, dans ton travail, je ne voyais pas cet espace. Et là, d'un coup, je vois surgir un espace, et un espace caractérisé par une image, et un espace que, dans mon langage, je caractérise, enfin, c'est pas mon langage, dans un langage historique que je qualifie de métaphysique. C'est, je crois, particulièrement clair quand on regarde le centre de la plateforme. Et je remarque que les objets, notamment avec ces trois tables, je ne suis pas sûr d'approuver totalement la distribution des objets sur la plateforme. Je ne suis même pas sûr d'approuver totalement la plateforme. Mais en tout cas, je remarque que ces trois tables font surgir quelque chose qui n'existait pas auparavant, qui est la stature. Le fait qu'un objet ait une stature, qu'il se tienne. Mais ce n'est pas le corps humain, c'est des tables. C'est-à-dire sur lesquelles on peut poser des choses. Alors, peut-être que c'est du côté de Ponge, d'ailleurs, que je pourrais trouver ma citation, là. Ma troisième citation. Du côté, par exemple, du merveilleux poème de Ponge sur la table. Peut-être, peut-être. Je n'ai pas la chose sous le coude, là. En tout cas, il y a de la stature nouvelle. Et puis, ce qui frappe, vraiment, alors là, vraiment, tout visiteur a dû l'éprouver, c'est la rupture d'échelle. Il y a une rupture d'échelle qui va avec cette nouvelle stature et qui ne tient pas seulement, me semble-t-il, et on pourrait le vérifier assez facilement en enlevant la plateforme, ce que j'aurais personnellement préféré, ça ne tient pas, cette rupture d'échelle, seulement au rehaussement du plan visuel constitué par la plateforme. Évidemment, ce rehaussement du plan visuel constitué par la plateforme peut accentuer cet effet de rupture d'échelle, parce que ça remonte encore l'objet. Mais je ne crois pas du tout, je pense que ça tient véritablement à cet effet de stature. Je suppose que l'apparition du mur comme plan support vertical, ici ou ici, et dans les dernières salles, on a là une séquence, à mon avis, très 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 claire. Je suppose que cette apparition du mur comme plan support vertical procède, en tout cas dans l'exposition, de cette nouvelle stature des objets. Voilà. Donc j'avais donc quelques questions, Rachel. L'idée, c'est de laisser la parole à Rachel. Voilà. Mais en essayant d'orienter un peu les choses avec des questions, c'est ce que tu as souhaité. Il faut que le micro. Voilà. Pour être traduit. Ah, pardon. D'accord. Excusez-moi. C'est le moment. Comment? Je dis c'est le moment. De quoi? Pour toi de parler, si tu le souhaites.
Ah oui, mais là justement, moi, c'est très difficile Il y a eu tellement de choses de dites que j'ai du mal à extraire, donc je suis encore sous le coup de l'écoute. Donc peut-être... Tu veux que je te relise ce que tu disais il y a 2 ans, tu disais « Je ne parle pas beaucoup de formes, je parle de pièces, d'objets. Dès le début du travail de moulage, il s'agissait de ne pas avoir à décider d'une forme. Faire une forme est prétentieux. J'accorde plus d'intérêt au parcours qui part d'un geste. » Tu es d'accord avec toi-même? Bah, je pense que c'est clair, non? Donc tu es d'accord avec ce que tu as dit? Oui. Bon. Non, parce que parfois on change de... Non, oui, tout à fait. Ben, je pense que ce que je dis est clair, en fait. Je n'ai pas besoin d'ajouter... Mais c'est quoi ce geste? Le geste dont tu parles? Alors, du coup, non, mais là, ça va devenir compliqué, parce que comme je n'avais pas connaissance de ton texte... Bah non. J'arrive pas... J'accorde plus d'intérêt au parcours qui part d'un geste. Tu disais ça. J'avais juste envie de t'entendre sur ce geste, voilà, c'est tout, monsieur. Je ne me souviens pas du contexte de... Non, mais pas forcément. Aujourd'hui, quand tu entends ça, si tu es d'accord, comment tu associes cette idée de geste? De quel geste s'agit-il? Là, aujourd'hui, pas forcément au moment où tu as dit ça. Ouais, enfin, je sais pas. Passons. Bon, ok. Le modèle, alors? Ça t'intéresse, l'idée de modèle? C'est pas du tout mon vocabulaire, déjà. Donc c'est compliqué pour moi de l'attraper comme ça et de décider si c'est intéressant ou pas. D'accord. Voilà, déjà. Je ne sais pas de quoi j'ai envie de parler. C'est plutôt ce dont j'ai envie de parler que de répondre à ce que tu me demandes. Mais sur peut-être éclaircir effectivement cette histoire de forme, de moulage. De dire que c'est vrai que je me suis toujours évertuée à me concentrer sur les processus de mise en forme, notamment du moulage. Et avec cette formule que j'aime bien et que j'ai gardée, qui est de différer la forme. C'est-à-dire trouver des stratégies de travail, de transformation par divers gestes, le recyclage, le moule qui devient forme ou qui redevient moule. Donc tout un jeu, tout un travail qui fait que je ne pense pas à la forme. Et que la forme serait en train de se faire sans que j'ai vraiment d'intention finale. C'est un peu ça que je veux dire. Et le choix du moulage, en fait, ce qu'il faut dire pour les gens qui ne connaissent pas le travail, c'est que le début du moulage, c'était de partir d'objets manufacturés, donc d'objets existants, qui est cette fameuse petite chaise d'enfant, qui est une petite baignoire, qui est ce qu'on voit, donc un bout de planche qui devient une sorte d'étagère, hein, c'est les 3 photos qui sont dans la première salle, et c'est vrai que le point de départ, c'était de partir de quelque chose d'existant pour faire ce geste du moulage. Mais pour faire ce geste du moulage, il fallait bien qu'il y ait un début. Donc ce début, il n'est pas venu de moi. Donc je ne sais pas si tout ce qu'on fait est vraiment d'accord sur certaines choses. Et à partir de ce moulage, de le poser et de faire le moulage de ce moulage. Voilà. C'est comme ça que l'histoire a commencé et où vraiment, pour moi, il naissait quelque chose d'intense, en fait, quelque chose de fort dans l'acte créateur, si on peut dire. Voilà. C'est ça qui s'est passé. Et ensuite, il m'a semblé, dans ce geste répété, intuitif, comme ça, de mouler, puis de remouler, il m'a semblé que toute une histoire pouvait se construisait d'elle-même, notamment dans la modification, la transformation, l'agrandissement, la diminution, le rapport à l'espace, par la duplication, par l'effet poupée russe aussi. Enfin, il y avait tout un tas de données qui entraient en ligne, enfin qui devenaient intéressantes, rien que par ce geste, ce protocole, voilà, on peut dire, assez simple, de mouler, de faire des moulages, de moulages. Donc, je l'ai fait pendant 2 ans, de manière très ouvrière, en travaillant 8 heures par jour, et donc Benoît était un de mes amis étudiants qui m'a vu à l'œuvre et où vraiment je faisais en cherchant les limites de cette histoire de moulage.
les notions d'épuisement aussi qui sont arrivées sur... en fin de compte, c'est illimité parce que j'arrivais toujours à trouver des stratégies. En moulant plus grand, je ne pouvais plus démouler parce que c'était trop gros, donc je repartais vers le petit. Donc j'arrivais à des processus complètement infinis. Et c'est vrai que tout ce qui m'intéressait, c'était comment moi je me positionnais à chaque fois dans ces situations-là, comment je pouvais réagir. Voilà. Et donc ça a été 2 ans de travail très très intense et pour le coup vraiment fondateur. Et c'est vrai qu'à partir de ce travail de 2 ans, le moulage, c'est-à-dire partir de quelque chose toujours d'existant, en faire un moule pour pouvoir ensuite continuer, et c'est mis en place dans ma pratique, de manière constante. C'est-à-dire qu'il y a eu des périodes sur la première salle jaune, avec tous les objets jaunes, où là je fabrique de la forme quand même, donc c'est pas si simple, c'est pas du moulage. Ce sont des choses que je fabrique à la main, mais là où je rejoins ce que tu dis, c'est qu'effectivement, ce sont des matériaux inventés par fusion, par contact, les uns avec les autres, qui fabriquent des matériaux inexistants dans le monde, enfin qu'on n'utilise pas, quoi. Donc là, il s'agit... Enfin, je le précise parce que certaines personnes pensaient que c'était des moulages, alors que c'est de la fabrication, en fait. Et donc, cette période, qui est une période vraiment de réflexion sur où s'arrête la forme, où elle commence, avec le moule, parce que beaucoup redeviennent des moules, en fait, sont retournés, j'injecte des matériaux à l'intérieur qui vont produire d'autres formes, etc., etc. Donc c'est un travail très... un développement organique, comme ça, du travail. Mais ensuite, j'ai repris, après cette grosse période sur la première et la deuxième salle où on a les objets, je suis revenue à la pratique du moule, après vraiment, qui est formateur, comme tu dis. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Et alors les tables? Alors les tables, oui, voilà, c'est là où il faut éclaircir un peu. C'était très compliqué pour moi. Après, effectivement, maintenant que tu le dis, peut-être c'est ce que ça aurait pu exister. J'avais un dilemme, c'est-à-dire que ces tables ont été faites pour des sculptures, mais tout compte fait, elles étaient faites un peu... elles étaient faites à côté des sculptures. Elles étaient faites un peu pour elles et en même temps à côté. C'était un statut ambigu que j'avais pas perçu au moment où je les ai faites, c'est-à-dire en 2010, pardon. Et où là, il m'a semblé clairement que les sculptures étaient soit trop petites, soit trop grandes pour les tables. Il y avait quelque chose qui n'agissait pas ensemble. Pas toujours, ou très rarement. Donc du coup, là, c'est vrai que j'ai pensé trouver un moyen, et c'est pour ça que cette plateforme est arrivée, de me dire que je puisse avoir cette liberté de pouvoir poser ou sur la table, ou sur le sol, donc ce sol rajouté, et de pouvoir avoir cette liberté. C'était ça en fait, la raison. La plateforme, c'était ce sol qui effectivement faisait un peu peur, donc on a sécurisé en quelque sorte, de manière à ce que... et aussi du coup les tables prenant le statut, mais qui n'est pas, pour moi, qui n'est pas anodin, parce qu'elles ont été fabriquées dans la même énergie, je dirais, ou dans la même approximation. Voilà. Mes formes sont très approximatives, et mes tables aussi, quelque part. Je ne sais pas pourquoi, mais ça se fabrique comme ça. Donc au bout du compte, ça se combine pas vraiment. J'aime la notion d'approximation, mais il faut que dans l'espace, alors peut-être que c'est pas encore assez travaillé, ça je peux être d'accord avec toi, mais ça peut se... Voilà. Tout est affaire de dosage, moi, dans mon travail, et d'approximation. Et cette dimension de la stature? Bah, la dimension de la stature, éclaire-moi, parce que... La stature, c'est-à-dire un positionnement... Oui, la chose qui se tient debout, quoi. La stature, ce qui se tient debout. Pas la statue, hein, la statue. Mais qui renvoie au corps, quoi, le corps qui se tient debout. C'est par rapport aux tables, ouais. Tu le dis, oui, parce que c'est les tables qui peuvent le plus... Bah, elles ont des pieds. Oui, elles ramènent au... Ouais. Moi, je ne sais pas quoi dire de ça, je ne vois pas les... Tu n'y as pas pensé? Non. D'accord. Pas du tout. D'accord. Y a-t-il des questions, des remarques Oui. Non, mais comme ça, pour boucler avec cette première phase.
Non ?